Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où nous allons explorer le psycho-émotionnel et le psycho-corporel, qui est une facette du deuil qui est très très importante euh, à explorer avec Mélanie, du coup, qui nous accompagne pour cet épisode et qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qui va nous parler évidemment de son métier de doula de fin de vie. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Mélanie, comment tu vas? Salut Zoé, bah écoute, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de Trop partager bien. avec Ouais, je suis trop contente aussi qu'on puisse discuter de tout ça parce que le le psycho-émotionnel, le psycho-corporel, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige beaucoup quand on est en deuil. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse vraiment se focus sur ce sujet-là, c'est trop, trop bien. Et en plus, du coup, tu es doula de fin de vie, donc on a eu déjà des doulas sur le podcast, notamment Magali, notamment, Laura et d'autres qui sont venus, un peu parler de cet accompagnement qu'on peut avoir maintenant et qui se développe de plus en plus, heureusement, pour, pour tout le monde, en fait, finalement, parce que les doulas, c'est pas que pour les gens, qui se préparent à mourir ou qui, sont en deuil. C'est aussi pour plein d'autres moments de la vie, donc c'est très, très chouette et donc du coup, c'est la première question que je te pose. Est-ce que tu peux, dire un petit peu qui tu es avec les éléments que tu as envie de nous donner? Et puis, du coup, expliquer un petit peu ton accompagnement? Ok, ça marche. Alors du coup, bah moi c'est Mélanie. Je suis une femme, voilà, première chose. Du coup, moi j'habite en Isère, donc vers Grenoble, dans les montagnes. Et je suis maman aussi de deux petits garçons. Voilà, donc premier tableau. Et sinon, de mon expérience professionnelle première, moi je suis éducatrice spécialisée. J'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, avec un public autiste. Voilà. Et au fil de mes expériences, j'ai pu accompagner également les enfants en fin de vie et aussi les personnes avec un Alzheimer. Et de fil en aiguille, les choses se sont tissées un peu comme ça. Et petit à petit, je me suis formée également à la relation d'aide. Ça a été ma toute première formation en psycho. Donc voilà, en relation d'aide, où là, on a pu aborder tout ce qui est les approches rogeriennes, tout ce qui est jungien, avec des outils justement en lien avec l'émotionnel. Qui moi m'a paru hyper pertinent dans ma manière d'accompagner les personnes de manière générale, hein, même avec des enfants avec des profils autistiques, ça a fait beaucoup de sens. Et tout au long de mon expérience d'éducatrice spécialisée, je voyais bien que le corps, c'était ma porte d'entrée. J'étais toujours dans le tactile, j'ai beaucoup massé, je m'étais formée à la Snozellen, donc des pratiques où on est sur de la stimulation, mais aussi de la détente par l'essence. Donc voilà, tout ça faisait du sens dans, dans mes pratiques. Et de fil en aiguille, la vie m'a emmenée à ouvrir la porte de l'Ayurveda, donc la médecine indienne, avec le massage, avec tout un tas de courants aussi de pensée plutôt spirituelle, etc. Donc voilà, j'ai tissé mon petit bonhomme de chemin de cette manière-là. Et sinon, pour répondre aussi à la question peut-être qui viendra, pourquoi la mort et la fin de vie, ça s'est fait un petit peu naturellement de par mon expérience personnelle et aussi par ma vision de la vie qui est très éthérique quand même. Donc très jeune, je me suis sentie connectée à la mort de par ce qu'elle est et de par ce que je pouvais voir, etc. Donc ça m'a toujours accompagnée. Et puis après, bah voilà, comme beaucoup, on a traversé tous des pertes, des deuils, etc. Donc voilà. Et je pense que le plus phare de mon histoire, c'est que nous, on a eu plutôt des deuils traumatiques qu'on n'a pas pu accompagner. Et c'est là où moi j'ai senti qu'il y avait un vrai manque. Et je me suis toujours dit, bah moi je prendrais soin de la mort. Et parce que c'était important pour moi de le faire dans des espaces où nous on n'a pas pu le vivre en fait. Donc voilà, c'était important. Et je crois que mon expérience d'accompagner les personnes en fin de vie, jeunes, très très jeunes, m'a amené ce regard aussi de comment ça peut être très beau, ça peut être aussi de la joie, et que c'est pas forcément de la douleur et de la souffrance, ça peut être les deux phases en même temps.
les deux faces d'une même pièce. Et c'est vraiment ce que je cultive, en tout cas, dans mes accompagnements. C'est ça. C'est vraiment comment il peut y avoir de la lumière et de l'ombre en même temps, et comment tout ça, on peut les faire danser en même temps, dans un même espace-temps. Et, euh, et voilà. Voilà un Ah petit peu. ouais, incroyable. Alors, je j'avais pas effectivement pris conscience que tu accompagnais même les enfants en fin de vie. C'est quand même hyper spécifique, hyper particulier. Qu'est-ce qui t'a amené parce que, enfin, je veux dire, les enfants en fin de vie, c'est vrai qu'on en parle très peu. C'est un sujet qui est, je pense, un peu tabou, qu'on n'a pas trop envie d'aborder parce que je pense que c'est très, très, très remuant et très émotionnel. Enfin, voilà, j'imagine très très bien. Mais du coup, c'est quand même. Ouais, explique-nous, qu'est-ce qui t'a amené vers ces enfants-là? Euh, la première chose, c'est mon expérience personnelle. Quand j'étais très jeune, j'ai une copine qui était malade. Euh, et, euh, et je pense que ça m'a ouvert cette voie-là. Cette porte-là de je sais qu'il s'y passe des choses qui sont quand même belles. Hmm. Euh, et aussi, en tant qu'éduc, quand je me suis retrouvée à quitter l'autisme, je me suis dit, bah, je veux continuer de travailler avec les familles. Et le milieu hospitalier, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, mais c'est vrai qu'en tant qu'éduc, on a rarement notre place là-bas. Et en fait, il y avait la chance d'avoir certains postes où on peut être au centre, enfin, soit dans les CHU, ou alors on peut être dans les services euh, des enfants malades, en fait, tout simplement. Enfin, nous, c'était une maison d'enfants malades où on accueillait les familles qui venaient des dom-toms. Hmm. Donc avec justement le lien avec les familles qui pouvaient être là, enfin c'est un très bel endroit. Et du coup j'ai saisi l'opportunité en me disant mais je sais que qu'il y a quelque chose à faire là-bas pour moi. Euh, donc euh, donc voilà. Et ouais, et ça, c'était une expérience la plus, je crois, la plus significative en tout cas pour moi. Euh, Parce qu'il y a l'enfant qui rassure le parent, il y a l'enfant qui est connecté à quelque chose de plus grand et qui sent en plus les choses. Enfin, et ça, c'est impressionnant. Notamment chez les plus jeunes. Après, les ados, c'est encore autre chose parce qu'ils sont quand même dans un autre processus. Hmm. Mais c'est vrai que pour les enfants, il y a une sorte euh, de simplicité. Et il y a une sorte de sagesse en fait qui est là à cet espace-là et qui aide beaucoup le parent aussi, en tout cas de ce que moi j'ai pu percevoir. Ok. Et ça c'est beau en fait. Ouais. Et Et on peut... vas-y, Oh finis. non, vas-y, c'est bon. Ok. À quoi ça peut ressembler du coup un accompagnement que tu peux proposer notamment avec les enfants? Qu'est-ce que tu vas Euh, leur proposer? Quels outils tu utilises? Tu vois, ce genre de choses. Avec les enfants, ça va être beaucoup en lien bah, justement avec plutôt l'art. Tout l'aspect de la peinture, d'aller toucher les matières. Ça va être aussi le corps, ça va être tout ce qui est ça va être beaucoup sous forme de jeux autour de comment ils peuvent se représenter une fin, la mort, comment ils vivent à l'intérieur de leur corps les choses aussi, Mhm. parce que beaucoup de douleur, etc. Et ça va être de ramener vraiment quelque chose de léger à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les sons aussi, les bols tibétains, les carillons. On va vraiment être sur un aspect du corps où on va être dans la détente pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus ouvert après pour le passage. Hmm. Ça va être beaucoup sur ça en fait. Ouais. Et après, ça dépend de l'âge hein, de l'enfant forcément, mais après on va beaucoup utiliser les objets tiers hein, comme les petites figurines, les poupées. Enfin, ça dépend aussi de ce qu'on veut apporter et du besoin aussi qui est là. Euh, et aussi, ça va être le lien avec les parents, c'est-à-dire bah, comment on peut recréer un espace de lien qui est hors du soin. C'est Oui, comment c'est on ça. peut Hmm. permettre au système de juste revivre simplement la vie, parce que tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie, moi c'est ce que je dis, hein. C'est jusqu'à la fin, il y a de la vie qui est là. Donc, et c'est ça qu'on va essayer de cultiver au mieux en tout cas. Hmm. Ça, Oui, c'est une façon presque de recréer des moments de vie et des moments de famille, en fait, presque. C'est vraiment, enfin, c'est la sensation que c'est ça, ouais, tu me donnes quand tu parles, c'est ça, c'est de remettre vraiment la vie au centre de la vie, en fait, tout exactement, c'est simplement. ça. Exactement. Et aussi pouvoir remettre hors du soin vraiment médical, Ouais.
de remettre, bah, c'est pour ça qu'il y a plein d'assauts qui existent hein, pour réaliser les rêves des enfants. Et c'est des moments qui sont créés comme ça, qui sont magiques, quoi. Enfin, comme ça, même les familles, même s'il y a de la fratrie, bah, c'est de rester sur des souvenirs qui ont touché le cœur, mais pas que de la souffrance, quoi. C'est Ouais, c'est ça. ça qui est important. Ouais. Mmh. Ouais. Carrément. Et tu accompagnes, les enfants et du coup leurs parents que avant ou tu peux être aussi disponible pour les parents après? Complètement. Moi, c'est vrai que j'accompagne de A à Z. Et s'il y avait d'autres lettres, on le ferait. C'est vraiment, enfin, c'est pas que le passage. Moi, c'est vrai que l'accompagnement de la personne endeuillée, elle est primordiale, surtout quand on est dans un parcours d'endurance comme ça, sur des longues maladies, où là, on a des parents derrière ou même des familles, la fratrie, peu importe, hein, les grands-parents, enfin voilà, on va avoir large, qui sont épuisés. Les ressources, elles sont à sec, complètes. Et là, on va être sur reprendre soin différemment, sur remettre un pas après l'autre. On est vraiment et ça c'est des espaces que j'aime beaucoup parce que c'est comment justement on va continuer à être dans la vie, même si on est dans cet entre-deux. Et ça aussi c'est des moments hyper importants et phares en fait. Enfin, pour l'accompagnement en tout cas, parce que malheureusement on est vite balancé dans la nature. Après peut-être des mois, même des années d'accompagnement thérapeutique dans tous les sens. Enfin, les journées, elles se comptent avec du médical. Et là, d'un coup, il y a tout qui s'arrête. Et le parent, il était plus parent, il était aidant. Et là, c'est comment finalement je redeviens un parent, juste un parent, mais sans mon enfant. Enfin, c'est Mmh. tout un monde, quoi. C'est Bah un oui, choix. tout s'effondre, ouais, ouais, c'est ça. Oui et puis c'est toujours, toujours très, très difficile de perdre un enfant. On a évoqué avec les autres doulas dont je te parlais au début, donc Magali, Laura et même d'autres personnes qui sont venues pour parler, aussi du deuil périnatal qui est tout un sujet, tout un sujet à part entière, et du coup, je crois savoir que tu fais aussi des accompagnements pour les femmes et des cercles de femmes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? Ouais, carrément. Alors du coup, les cercles de femmes et les accompagnements pour les femmes, c'est vraiment un espace qui leur est dédié euh, dans la sororité parce que ensemble, on est en résonance. Parce que ensemble, à un moment donné, on va se reconnaître avec ce que l'une a traversé, avec ce que l'autre traverse, ou ce que potentiellement on va pouvoir traverser un jour. Et ces espaces, ils leur sont dédiés, comme je trouve que c'est important qu'il y ait les mêmes choses pour les hommes. Pour qu'ils puissent se retrouver parce qu'ensemble on retrouve aussi une puissance aussi à l'intérieur de nous-mêmes, une souveraineté. Enfin, Mmh. euh, ça, ils sont hyper importants et d'autant plus quand on traverse à peu près les mêmes choses. Tu vois, les cercles de mamans en deuil périnate ou les mamans endeuillées d'un enfant hors d'un champ de périnatalité. Euh, ou les deuils d'un conjoint. Enfin voilà, c'est vrai que quand on se retrouve ensemble avec la même histoire, enfin la même problématique, pas la même histoire, hein, mais en tout cas avec la même thématique, là il y a quelque chose de magique qui peut se passer parce qu'on va comme se sentir moins seul. Parce que Mmh. c'est vrai que la fin de vie, enfin tout ce qui est le chemin de l'endeuillé, c'est une grande solitude. Et même si on est entouré, on est très seul. Et de savoir qu'en face, cette femme, elle traverse la même solitude, sous une autre forme peut-être, mais en tout cas qui a ça en commun, et ben ça crée le clan en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Mmh. Hein. C'est ça. Et, enfin, quand on a un enfant, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais je dis qu'il faut tout un village enfin, pour être en chemin de fin de vie. C'est Mmh mh. d'endeuiller, on a besoin d'un village en fait, on en a besoin. Et Mmh. aujourd'hui, et ça c'est compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça, ça me parle énormément. Ce format de cercle, pour moi, on devrait tous y avoir accès à un moment donné dans notre vie, quand on en a besoin particulièrement et même pas que fermé aux femmes, en fait, parce que, le deuil, il touche tout le monde, tous les sexes, peu importe. Effectivement, tu as ce côté où le deuil périnatal, le perdre un enfant, c'est, encore une fois, très lié à la féminité et cetera et on a aussi ce besoin, nous, en tant que femmes, de pouvoir se retrouver entre nous. Mais c'est pour ça qu'avec une copine, on a réfléchi à un format mixte, du coup, de cercle d'endeuillés, Mm. pour pouvoir proposer cet espace-là qui est vraiment pour l'avoir vécu, en fait, j'ai même plus les mots tellement c'est fort. J'arrive même plus à expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est vraiment, aidant, en fait, d'aller à un cercle, peu importe qu'on soit un homme, une femme ou qu'on soit endeuillé ou pas, d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais.
Et ben, c'est Happy End qui propose les apéros de la mort. Mm. Et effectivement, mais même des gens qui sont pas endeuillés et qui viennent juste parler de la mort, mais c'est fondamental en fait, parce que si on parle pas de la mort, on peut pas vivre pleinement. Il y a quelque chose de sociétal où la mort, on la met de côté, il faut pas trop en parler, etc. Mais en fait, c'est que si tu ne te confrontes pas à la mort, je reste persuadée qu'on vit pas pleinement. Enfin, on n'y va pas quoi. Et c'est vrai que ces cercles-là, ils sont même tu parlais de cercle des parents endeuillés, je trouve que c'est hyper important parce qu'on n'avance pas au même rythme quand on est un couple endeuillé. C'est Et ça. souvent, ça crée vraiment des conflits, beaucoup de mal-être aussi. Et finalement, ça aussi, dans un cercle, les parents pourraient voir ce que, ah bah tiens, c'est vrai que la femme de l'autre, elle dit ça. Ah ouais, et tiens, mon mari, il dit ça, je l'avais pas perçu comme ça. Enfin, c'est vrai que c'est des Mm. espaces qui sont, moi j'appelle ça magique. Enfin, c'est la magie du cercle. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose un peu de l'ordre de la magie parce que mais c'est pas conscientisé en fait, c'est vraiment de façon très fluide, très naturelle où on va tout simplement déposer ce qu'on a sur le cœur et en fait et écouter, du coup offrir l'écoute sans jugement à tous et toutes du coup. Et ce moment-là, en fait, il est toujours très intime et toujours très puissant parce que toutes les histoires des autres vont pouvoir nous apporter, vont pouvoir résonner en nous. Et c'est ça qui permet en tout cas d'avancer et de pouvoir ben, cheminer finalement au travers du deuil, bien entendu, mais de façon très générale, de cheminer en fait à travers notre vie. Et ça, c'est vraiment des moments précieux, quoi. Ouais, je confirme. Trop bien. Et par rapport au psycho-émotionnel et au psycho-corporel, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus et expliquer peut-être ce que Ouais. c'est déjà? Ok. Le travail en thérapie psychocorporelle, on est vraiment sur, on va redescendre dans l'écoute du corps et de ce que mon système est en train de me montrer. Donc déjà, la première étape, ça va être d'aller reconnecter à mes sens, mais tous mes sens, vraiment. Souvent, on en est déconnecté parce que notre vie, elle va 1000 à l'heure, parce qu'on n'a pas appris, parce que, etc. Et donc, la première chose, c'est d'aller reconnecter à mon corps et d'aller comme avoir une nouvelle écoute, plutôt que d'écouter mon mental qui va me raconter les choses. Ça Mhm. va être de qu'est-ce que mon corps est en train de me raconter et qu'est-ce que cette boussole est en train de me dire. Et c'est ça ce travail-là, c'est-à-dire c'est d'aller voir qu'est-ce que mon corps me montre dans l'ici et maintenant, parce que souvent on arrive avec tu sais, un présupposé, ah bah tiens j'ai envie de bosser sur ça, j'ai envie d'aller explorer telle chose de mon deuil, nanana, alors qu'en fait le corps lui il est en train de dire hop hop hop, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, et tu vas te retrouver embarqué dans quelque chose qui n'a mais rien à voir. Mhm. Euh, et c'est vrai que le travail en psychocorporel c'est ça, c'est d'aller écouter ce que mon corps me dit dans l'instant et d'aller simplement observer jusqu'où ça m'emmène. Et de ce fait, on vient apaiser le système nerveux, on vient libérer aussi des choses qui pourtant peuvent être enfouies depuis très longtemps, où on n'aurait même pas eu l'image que potentiellement ça m'avait touché. Et petit à petit, en fait, on vient comme tirer sur les ficelles et puis on remonte, on remonte, on remonte jusqu'à une racine qui a émergé là il y a très longtemps et on vient déloger un peu tout ça. Donc ça, c'est un peu comme ça que je pourrais le traduire. Mhm. Voilà. Et donc, on ouvre la porte de l'émotionnel, hein, forcément. Parce que de la sensation, on arrive à l'émotion. Après, il y a les images qui viennent, s'il y a des images. Et de là, on va pouvoir rediscuter derrière et remettre du verbe, donc de la conscience. Et on va avancer comme ça, en fait, petit à petit. Et sur la partie plus corporelle pure, ça va être d'aller masser des points. Voilà, on va utiliser tout ce qui est un peu médecine chinoise, d'aller masser des points qui vont relancer les énergies, qui vont pouvoir rebooster certaines choses. Et puis les bols tibétains, là, on va être sur vraiment venir mettre en vibration les cellules, les fluides à l'intérieur de soi. Et là, Mhm. pareil, il y a des choses qui émergent généralement émotionnellement, il y a toujours des choses qui se libèrent. Donc voilà, c'est un peu tous mes outils Ouais, carrément. de l'eau, de mon expérience, et j'en fais ma bulle enfin, mon entreprise, elle s'appelle Bulle Essence Thérapie. C'est vraiment recréer cette bulle et dedans, bah, je vais y mettre ce que la personne vibre en fait. C'est vraiment, c'est un peu l'idée Mhm. quoi. C'est ça. Bah, en fait, c'est pour ça, c'est précisément pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode parce que je dis souvent et régulièrement dans les épisodes de podcast que quand on vit un deuil, qu'il soit traumatique ou pas, même si est-ce qu'on peut vraiment vivre un deuil sans traumatisme, la question se pose. Euh, quand on vit un deuil, peu importe pourquoi on le vit, comment on le vit,
il s'imprime d'une manière ou d'une autre dans le corps. Il est très lié à ça, au point où ça peut déclencher des maladies, au point où ça peut déclencher des dépressions, au point où on peut perdre ou prendre du poids, etc., etc. Enfin, il y a vraiment plein de, de, de choses qui se passent dans nos corps et on a tendance à les oublier comme on est en deuil. On a je sais pas, une espèce de porte qui se ferme où quand on est en deuil, on ne s'écoute plus, voilà, on n'interroge plus son corps, voilà, c'est fini. Il y a une séparation entre le mental et le corps qui est assez importante et qui est souvent problématique parce que justement, on peut se retrouver à ne pas écouter les signes de nos corps, des signes d'alerte, d'urgence, ouh là là, attention, ça va pas, etc., qu'il faut s'arrêter, qu'il faut se reposer, qu'il faut aller voir un médecin quand c'est nécessaire, etc. Jusqu'à aller au point de non-retour finalement, enfin tu vois, et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des personnes dans cette situation-là qui sont complètement coupées de leur corps et tout ça? Ah ouais, complètement. Et du coup, là vient toute une partie de la thérapie où on va vraiment rassurer le mental déjà et on explique beaucoup. Moi, je sais que dans ces étapes-là, j'explique beaucoup à la personne pour qu'elle comprenne déjà, qu'il y ait une forme de compréhension et que ça vienne apaiser. Parce que souvent, quand on va se couper de notre corps, c'est parce que notre corps est tellement en stress Mm. que c'est une protection aussi. Et donc, du coup, là, ça va être vraiment d'apaiser le mental. Et ensuite, moi, je vais passer sur un truc basique, le massage, sans parler le massage, les sons, et là, tout doucement, il y a des sensations qui reviennent, mais très légères. Parce que le bol, il va vibrer, enfin après, je le fais vibrer à différentes fréquences, et donc du coup, petit à petit, je vais les ramener à cette écoute-là. Mais enfin, moi, je sais que j'y vais avec beaucoup de petits pas, tu vois, de fourmis, parce que bah justement, on n'est pas à l'abri que la personne, elle puisse être complètement anéantie derrière, enfin parce qu'en fait, il y a une telle grosse protection que du coup, ça va être d'y aller étape par étape. Ok, on va être sur du massage, ça va être de permettre à la personne de avoir des sensations quand elle mange, juste ça, tu vois, de se dire, ok, de quoi j'ai réellement envie de manger là tout de suite. Est-ce que quand je bois, je sens l'eau qui passe? On est vraiment sur des choses basico-basiques pour revenir à la base, quoi. On est vraiment sur du primaire pur. Mais c'est vraiment comme ça que moi je vais accompagner ces personnes-là parce qu'il y en a beaucoup qui justement arrivent avec coupé de leur corps parce que, par exemple, sur l'accompagnement de maladies longues d'un proche, elles ont tellement dû passer en énième plan que du coup ça n'existe pas. Parce qu'il faut pas être fatigué, parce qu'il faut tenir, parce que l'autre a, enfin moi je ne peux pas être en souffrance. En gros c'est ce qui est dit, l'autre, c'est l'autre qui souffre, c'est lui qui va mourir. Enfin moi je suis en vie, je suis là et je vais bien. Donc il y a ce truc là aussi de bah non en fait. Moi je dis souvent là les gars vous vous préparez un marathon. Donc on fait quoi? On dort, on mange, on va prendre soin de son corps parce que sinon le marathon tu vas pas le tenir en fait. Et moi je prends souvent cet exemple-là et souvent ça les fait sourire mais je leur dis, mais là, les gars, on est embarqués pour un marathon, on ne sait pas jusqu'à quand on va y aller. Donc, du coup, faut tenir, quoi. Et il faut des munitions, et il faut s'entourer. Donc c'est vrai que cette image, souvent, ça percute un peu. On se dit, ok, ok. Donc, et leur dire que dans un marathon, il y a des moments, ça va être difficile quand même, malgré tout ce qu'on va faire. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est un peu. Ouais. Mm. Je trouve que c'est hyper parlant parce que euh, que ce soit pour accompagner un proche en fin de vie ou pour effectivement vivre le deuil, on sait effectivement pas tellement à l'avance, même si parfois on a des estimations quand il s'agit d'une fin de vie où il y a une maladie, où effectivement on a une vague idée de comment ça va se passer. On est un peu, en tout cas en tant qu'aidant, un peu en apnée pendant ces moments-là. On encaisse en fait. On a pris cette habitude-là et je pense que c'est même une habitude qu'on retrouve pas seulement dans le deuil, tu vois, ben, dans le travail, où voilà, on a une explosion des burn-out et des suicides dans le travail ou même dans la famille. On parle de plus en plus des burn-out parentaux aussi. Enfin voilà, on a vraiment plein de moments dans nos vies où on se retrouve bah, un peu la tête dans le guidon, on a un projet, on a un enfant, voilà, il nous arrive plein de trucs et on a vraiment un peu des œillères comme ça, et puis on fonce, on encaisse, on encaisse jusqu'au moment où ben Il y a youpi plus personne. là, en fait non. Et en fait c'est difficile je trouve c'est marrant parce que le podcast que j'ai enregistré hier, je l'ai redit aussi, hein, je dis, mais la phrase de fin de podcast, c'est n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Voilà, c'est pour l'illustrer que je Et ouais.
que je t'ai emmené, enfin que je t'ai invité sur le podcast parce que c'est ça en fait, on sait plus prendre soin de soi et en fait comment toi tu ramènes les gens à se poser ces questions-là. Donc tu par la psycho, par le massage et cetera, mais il y a aussi, ça c'est quand on a passé l'étape et quand on est allé demander de l'aide, tu vois? Mais est-ce qu'il y a pas des petites choses que tu pourrais conseiller, par exemple, aux gens qui peuvent nous écouter, qui vivent un deuil en ce moment ou qui se préparent à en vivre un, hem, auxquels ils pourraient faire attention justement, tu vois? Ouais, clairement. Et ben, la première chose, ça va être de pouvoir avoir la connaissance de ses propres limites. Ça va être vraiment de sentir quand c'est OK ou pas d'être en présence de l'autre ou pas. C'est vraiment, je les ramène beaucoup à leurs propres limites, se dire, OK, des fois, il vaut mieux y aller une demi-heure plutôt que 3 heures, mais derrière, de pas réussir à dormir, de repartir le lendemain complètement fracassé et de finalement détester être à cet espace-là. Donc la première chose, ça va être vraiment d'avoir la justesse avec soi, de se dire c'est OK pour moi ou ça ne l'est pas. Ça va être la base. Après, ça va être des choses toutes simples, ça va être OK, tu fais des pauses, c'est-à-dire tu vas marcher. Quand tu te lèves, tu as une routine, c'est-à-dire comme toi tu vas te laver les dents le matin, et ben la routine ça va être OK, je me lève, quitte à faire deux petits étirements, d'aller boire un verre d'eau, je prends un petit déjeuner, je me prends des encas dans mon sac, ça tape à ma porte, C'est pas grave, je mets pause. vas-y. Je reviens, c'est la coupure pub. Tout va bien, c'était le facteur. Du coup, je disais donc avoir une routine et une hygiène et une discipline, même si ce mot-là peut faire peur, mais ça va être des choses basiques, c'est-à-dire, ok, je vais prendre 5 minutes pour moi quand je me lève pour m'étirer, parce que le corps, comme il est tendu, il est en stress, le système nerveux, il est en branle total. Ça va être, je fais 3 étirements, je mets mon corps un peu en mouvement et je check comment je me sens ce matin. Est-ce que je suis vaseuse? Est-ce que je suis déprimée? Est-ce que j'ai un peu de peps? Qu'est-ce qui dit mon corps? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai faim ou pas? Enfin voilà, la base, vraiment basique. Et puis il y a pas besoin de faire de la thérapie pour ça. Enfin c'est vraiment sa boussole à soi quoi. C'est Donc ça. voilà. Et avoir des encas avec soi, de faire des pauses, c'est-à-dire même si je suis à l'hôpital des heures et des heures, c'est non, non. Là, je vais respirer 5 minutes dehors, je vais marcher avant d'aller à l'hôpital, si jamais c'est ça, bah, d'aller peut-être prendre 2 secondes quand je me suis garée sur le parking et de respirer 3 respirations, juste ça, tu vois. C'est vraiment, ok, elle est comment ma respiration là? C'est vraiment, je ferme les yeux, je respire. Juste ça. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, toutes basiques, mais qui peuvent vraiment sauver ton système nerveux, quoi. Donc ça va être ça. Et aussi, la base de tout, c'est les émotions. C'est-à-dire, si je sens une émotion qui monte, je m'autorise à la faire monter et à la traverser. Ça va durer 2, 3, 4 minutes peut-être, ou même un peu plus. C'est pas grave. Mais si j'ai envie d'hurler, je hurle. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si tu vois, enfin, c'est vraiment des petites choses comme ça, quoi. C'est revenir au basique. Et surtout manger, s'hydrater, bien boire. La base. La base de tout. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que tu le dis beaucoup, ce truc de base. Mais Oui, il y en il a y en a plein plus. qui en fait, c'est tout vole en éclats à ce moment-là. Enfin, voilà, je le sais et en fait, ce que tu dis, en plus, ça me parle d'autant plus parce que, je suis atteinte de troubles du comportement alimentaire. Donc c'est, une déconnexion, de quasi totale et permanente de, ce dont tu parles, de: «Est-ce que j'ai faim?» Voilà, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que, est-ce que je vais bien? Est-ce que voilà, physiquement, ou est-ce que j'ai des douleurs? Et cetera, et cetera. C'est des choses qui vraiment, en fait, on a, on y pense, enfin, c'est pas, je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment juste, c'est pas qu'on n'y pense pas, mais c'est qu'on met ça complètement au second plan, Ouais. comme si nous, on s'arrêtait de vivre pour pouvoir accompagner la personne ou pour, ben, justement éviter de vivre son deuil. Mais c'est pas du tout la solution, quoi. Et non, c'est même déconseillé. La plus- Voilà. Parce que derrière, enfin, derrière, il y a le corps qui va parler, quoi, et qui va rattraper à grand galop, même plus vite que ce qu'on ne le croit. Et c'est vrai que ça, tu vois, juste le fait est de, est-ce que je me retiens d'aller aux toilettes? La base, hein, de ça. De, est-ce que je vais vider ma vessie? Enfin, tu vois, je ramène beaucoup à cette idée-là parce que souvent on se dit, ah oui, non, c'est vrai, ça fait 3 heures, j'ai pas été pisser alors que j'ai bu 3 cafés.
en fait, là, je C'est peux ça. pas. C'est ça. Et, euh, et on est toujours en train de se dire, ah oui, mais non, mais parce que si je quitte la chambre, et non, et si, enfin, et tu vois, je pense aussi beaucoup aux familles que j'accompagne qui sont à domicile, donc vraiment de l'hospitalisation à domicile. Mais là, c'est même fois 1000 les choses parce que du coup, il n'y a même pas d'espace de off, en fait. C'est ça. Et là, on est dans un autre schéma où c'est OK, bah, t'as même pas de jardin, t'habites en appart. OK. Bon, par contre, du coup, tu vas aller jeter les poubelles, s'il y a pas de poubelles. Enfin, tu vois, c'est de trouver des petites astuces pour vous dire au corps, mets-toi en mouvement, juste quitte la pièce et ça va aller, quoi. Et c'est aussi une question de confiance. Parce Mm. que souvent, ce que j'entends, c'est, oui, mais on ne sait jamais. Oui, mais voilà. Et là, c'est ramené à cette chose de oui, mais peut-être que ton proche, eh ben, s'il part dans cet espace-là où toi tu n'es pas là, eh ben, c'est que c'était comme ça que lui, il avait choisi les choses. Et il y a aussi tout ce travail-là derrière de se dire, parce que souvent oui, mais non, mais je peux pas dormir parce que si le téléphone il sonne, il faut que je sois sur le qui-vive, etc. Et j'essaie de beaucoup ramener cette conscience-là, de se dire, mais tout se fait dans la justesse la plus grande, en fait. Il y a vraiment une grande guidance de ça. Et même si c'est intense, douloureux, et il y a quelque chose la culpabilité fait partie de toute façon du processus de base. Moi, je le dis aux gens, de toute façon, vous allez vous sentir coupable à un moment donné, donc autant qu'on y soit. Voilà, enfin, tu vois, il y a quelque chose de très, tu vas te sentir coupable, oui, donc autant qu'on en parle. Et de se sentir le moins coupable possible, oui, enfin, si on peut le border au mieux. Mais c'est ramener à cet état-là, se dire, bah ouais, j'aurais eu besoin d'aller souffler 5 minutes et c'était nécessaire. Et l'autre, ça lui a permis peut-être de partir aussi. Mm. Tu C'est vois, ça. c'est toujours ramener ces deux réalités en fait. Et, et voilà. Et après, j'invite aussi les gens à pouvoir appeler, à avoir, tu sais, un répertoire de gens clés et phares, tu vois. C'est vraiment d'avoir ce phare dans la tempête. Bah, du coup, moi, je me mets à dispo hein, H24. Mais ça va être, bah, est-ce que tu as deux, trois contacts que tu sais qui peuvent être disponibles à n'importe quel moment parce que bah, peut-être qu'elle travaille pas ou qu'elle est assez libre. Et de se dire, je sais qu'elle, quand je l'appelle, elle va me faire rire. L'autre, je sais qu'elle va me recadrer parce que j'en ai besoin. Et Mm. voilà. Mm. Ça, c'est vrai que Ça. d'avoir un portefeuille un peu comme ça, Mm. euh, c'est Bah, important. en fait, c'est un peu l'espace dont on parlait au début quand on parlait des cercles, parce que c'est un espace qui est effectivement pas toujours possible, notamment dans la famille, où bah, il y a en tout cas, c'est mon cas. C'est vrai que j'en parle assez souvent dans les podcasts et je sais que ça résonne auprès de la majeure partie des auditeurs, mais c'est pas une généralité ce que je vais dire. C'est vraiment par rapport à mon expérience. Euh, Quand ta famille n'est pas ouverte à la discussion, quand les choses sont qu'on te demande en fait cette neutralité à tout instant d'être fort, de pas pleurer, de machin, etc., etc. En fait, ça maintient dans cette coupure en fait entre les émotions, le corps et notre mental, et ça empêche, en tout cas à mon sens, ça empêche vraiment ce processus et cette acceptation et ce vécu des émotions qui est essentiel. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je répète et répète. Le Et fait t'as raison. de vivre ces émotions, c'est essentiel. Et toute émotion, que ce soit dans le deuil ou pas dans le deuil, elle est légitime et il faut la vivre, il faut l'exprimer quand on peut et quand on la reconnaît, mais il faut vraiment la vivre, quoi. Bah, moi, je prends souvent l'exemple, mais enfin, ça parle bien aux gens. Je leur dis, mais une émotion, c'est juste une énergie, en fait, qui a besoin d'être en mouvement. Mettez du mouvement. Danse, saute, enfin tu vois, et les gens quand tu les ramènes à ça, parce que souvent il y a vraiment la culture de l'émotionnel, bah comme tu dis, on a beaucoup été éduqués comme ça, de faut pas les écouter, nanana, enfin c'est récent hein, la nouvelle génération de parents, effectivement on encourage nos enfants à les traverser, etc., à les nommer, à les reconnaître, Mm. mais nos générations à nous et alors les personnes encore plus avant nous, là c'est même pas la peine, on parle d'émotions, de quoi tu me parles? C'est Oui, ça, l'affection, c'est on en ça. a tous, non non mais en fait Ah, surtout pas, surtout pas. On ne parle pas de ce sujet-là. ouais, on en a fait tout un monde, alors qu'en fait, c'est quoi? C'est une sensation, c'est une énergie qui est en mouvement et qui a besoin d'être libérée, en fait. Et les enfants le font très bien. Les enfants sont des C'est ça. magnifiques, enfin, une belle expérience à observer, quoi. C'est une envie d'hurler, ils jettent un truc, quoi. Bah ouais. C'est normal. C'est une énergie qui a besoin d'être sortie, donc très bien. Mais, C'est euh, ça, c'est ça. mais Et c'est parce qu'elles vrai font qu'on aussi, enfin, Vas-y. je disais qu'elles peuvent aussi faire peur enfin moi ce que j'entends beaucoup dans le parcours des personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie ou endeuillées, c'est oui mais j'ai peur de m'effondrer. Je l'entends beaucoup ça.
Oui, mais là, en fait, je vais descendre dans un gouffre et je vais jamais remonter la pente. Et du coup, là, on va travailler sur les croyances, sur, bah voilà, je projette quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'effondrer? Ça fait comment? Moi, j'ai des mamans en parcours PMA après deuil périnate et elles le disent, mais jamais je pourrais revivre une IMG parce que je sais que je me relèverai pas. Et là, tu vas travailler sur les croyances, tu vois, tu les ramènes à ça en leur disant, mais regarde, tu connais. Le chemin, il est fait d'une certaine manière. Tu es plus la même qu'avant. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. Et Mm. c'est important, ouais. Mm. Et c'est ça, tu vois, par rapport au deuil périnatal, ce que tu viens d'évoquer, ça me fait vraiment penser à la leçon que moi j'ai apprise et qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je fais ce que je fais avec Cœur de Tissu et avec Cœur de Lumière. C'est en fait le fait de savoir, le fait de savoir peut-être comment ça va se passer, ce qui risque de se passer, de pouvoir exprimer ben, ces éventualités, de pouvoir en parler, de pouvoir aussi finalement en fait informer les gens qui ne le sont pas, et ben permet Ouais. aux futurs endeuillés, notamment aux parents dont tu parles, de pouvoir aborder ça avec un petit peu plus de sérénité et de pas paniquer parce que il s'est passé un truc d'imprévu et il s'attendait pas à ça, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ce soit dans le deuil ou dans l'accompagnement de fin de vie, c'est plus on en sait, Ouais. mieux on va pouvoir se préparer, mieux on est préparé et mieux on va pouvoir vivre les choses parce que moins on sera surpris en fait, moins on sera potentiellement traumatisé parce qu'on saura que peut-être eh ben, ça peut arriver quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que, enfin, je milite pour ce truc de, il faut parler de la mort sous toutes ses coutures, sous toutes les formes, même dans toutes les cultures qui puissent exister. Enfin, c'est hyper important, quoi. Et enfin, nous, on a avec une amie une association qui s'appelle, enfin, c'est l'annuaire doula en fait, où du coup on répertorie les doulas de naissance et du coup, moi, j'ai pris la présidence pour aussi répertorier les doulas de fin de vie. Et justement, l'idée de l'annuaire doula, c'est aussi de pouvoir faire une veille professionnelle, de parler de tous ces sujets. Regarde, exemple typique, je travaille en EHPAD et par exemple, on ne parle jamais de la mort. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a un décès, on a une affiche dans un ascenseur qui dit les obsèques de monsieur machin, tel jour, telle heure. Et là, je leur ai dit, mais ça ne va pas en fait. On est dans un EHPAD, on est quand même sur le lieu d'une fin de vie potentielle quand même. Enfin, c'est un peu le sujet. Et il y avait rien. Et là, je leur ai dit, mais attendez, enfin, moi, avec les résidents, du coup, on parle de la mort, on parle des décès qu'ils ont pu vivre, de leur propre mort, de comment ils ont envie de mourir, etc. Mm. Et au début, ça les rendait fous, les soignants, en disant, mais non, faut parler de la vie. Non, en fait. On parle de la mort et ensuite, on parle de la vie. On fait les deux en même temps. C'est ça. Mais rien que ça, t'imagines, dans un EHPAD, on n'annonçait pas les décès. Ou quelqu'un qui est en train de mourir. Moi, du coup, je prenais le parti de leur dire, là, il y a telle personne, elle est plutôt sur la fin. Est-ce que vous avez un mot? Est-ce que vous voulez... Ben, la base, quoi. Et là, Bah, je me c'est suis dit, ça. catastrophique, quoi. Et là, je me Mm. dis, bon, bah, il y a un gros boulot. Enfin, C'est c'est ouf juste. parce que du coup, enfin, ça pousse cet évitement de la mort qu'on a, mais pas seulement dans l'EHPAD, hein, vraiment, c'est dans toute, Oui, ouais, partout, fait que ben, du coup, on meurt de plus en plus seul. c'est ça. Enfin, je veux dire, effectivement, ce que tu viens de proposer, ça me paraît juste, effectivement, évident. Qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui vont vouloir aller bah, lui rendre un dernier hommage ou lui dire au revoir ou bah, voilà, simplement être là pour la personne. Euh, et en fait, ne pas proposer ça, c'est priver à la fois les futurs endeuillés de ce moment-là qui peut être vraiment très très important pour pouvoir faire son deuil après. Ne pas, de peut-être éviter une forme de culpabilité sur ce coup-là, en tout cas, même si on en aura d'autres, voilà, moins celle-ci, on peut l'éviter. Il y en a plein d'autres qu'on peut éviter d'ailleurs. Et de pouvoir aussi ben, les prévenir, enfin, tu vois, que ce soit pas un choc en mode ben, un tel, il est mort, ça y est, c'est fini, quoi. Bah non, en fait, il faut arrêter d'en avoir peur de cette mort enfin, en toute bonne mesure, évidemment, parce que la peur de la mort, elle reste essentielle et ça nous évite, par exemple, de rentrer dans un arbre quand on conduit, par exemple. Voilà, c'est ça. Qu'elle soit mesurée et Voilà, juste qu'elle la soit diligence justifiée. nécessaire. Voilà. Ouais. Voilà, qu'elle soit justifiée et qu'elle nous empêche pas, en tout cas, de vivre mieux nos deuils que ce qu'on vit actuellement, quand même. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais. Et aussi, je me dis que plus on va en parler et plus ça invitera les gens
à pouvoir parler de leur propre deuil. Parce que souvent, on voit hein, des gens dans la rue ou même des amis qui vont prendre de la distance quand on va perdre un proche parce que bah, ils sont mal à l'aise, parce qu'ils savent pas quoi dire, quoi faire, comment se comporter, etc. Même dans les propres familles, des fois entre Tout à membres, fait. on est déjà un peu voilà, est-ce que je peux parler de ça? Et du coup, je me dis plus on va donner l'exemple d'en parler. Et plus c'est autoriser l'autre à pouvoir aussi se déposer à sa manière, mais se déposer. Et ça, c'est crucial quoi. Enfin, c'est si je parle de mais comme on peut parler de l'avortement, c'est pareil, tu vois. Plus les femmes qui l'ont vécu pourraient en parler en étant très au clair avec leur vécu, et ben elles autoriseront toutes les femmes qui n'en parlent pas par peur, par honte, par je sais pas quoi, de se dire mais en fait j'ai le droit aussi d'en parler et parce que je suis endeuillée aussi parce qu'il y a des mamans qui le traversent et qu'elles se sentent profondément mal de cet acte-là, mais parce qu'elles l'ont fait pour mille raisons, mais elles sont endeuillées quand même. Enfin, en fait, il y a mille sujets à aborder C'est ça. qu'on n'apprend pas, en fait. Et la C'est ça. société, la loi, elle nous donne pas suffisamment de droits non plus. Tu vois, enfin, quand tu perds, en fonction de qui tu perds, t'as pas les mêmes. Oui. Non, mais c'est de la folie, mais peu importe, en fait. Non, C'est... mais c'est ça. En fait, c'est une espèce de non-sens général qui empêche les futurs endeuillés à être préparés aux éventualités de la vie, finalement. C'est vraiment purement ça. Et c'est effectivement empêcher les gens de bien vivre ce moment-là qui, de toute façon, arrivera. Voilà, donc ça, c'est un rappel aussi que je fais assez souvent. C'est à un moment donné, être en deuil, ça vous arrivera à tous. Ou alors, vous vivez seul depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis votre naissance, dans la forêt et vous n'avez jamais rencontré d'autres humains et d'autres animaux, parce qu'on a aussi le deuil animalier. Enfin, je veux dire, vraiment. Puis on a tous des mini-deuils bah, voilà, des doudous, de l'enfance, de Exactement. l'adolescence, des relations. Enfin, bref, je veux dire, on y passe tous à un moment donné. Et on passera tous, de toute façon, à un moment donné, ben, par la case mort. Voilà, Exactement. donc ça devrait en fait être un non-sujet. Et ça Mm. devrait effectivement être un processus facilité. Effectivement, tu disais par rapport à la loi, moi, je pense aussi au coût. Au coût d'une mort, c'est extrêmement cher de mourir. Enfin, c'est absolument incohérent. Pourquoi ça coûte cher de mourir? Ça coûte cher de naître, mais c'est en partie pris par la sécurité sociale, en tout cas en France, mais c'est pas partout le cas dans le monde. Et pas, enfin, je veux dire, on a des coûts exorbitants pour des cérémonies. Enfin, c'est pareil, Voilà, t'as tout dit. T'as tout dit. il y a une sorte je sais pas si on peut dire schizophrénie, mais il y a vraiment une grosse, grosse incohérence par rapport à ça. Et ça met les gens encore plus en souffrance parce que il y a beaucoup de familles qui sont effectivement, alors je reparle de ces histoires de monétaires qui sont empêchées ou qui sont un peu bloquées pour rendre hommage à leurs proches Mm, par tout à fait. ce critère-là. Mm. Alors que, ben voilà, je veux dire, c'est quand même le truc qui permet aux gens, vraiment pour moi un truc de santé publique, de parler du deuil, parce que mieux on le vivra, moins on aura d'arrêt maladie après, parce que ben, la personne, elle est mal et qu'elle se fait une dépression ou qu'elle a déclenché une maladie chronique, parce que ceci, parce que cela, parce que, ben, voilà. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à améliorer à ce niveau-là. Ah, mais complètement. Ouais, on est. Ouais. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, ça fleurit un peu quand même. Tu vois, je trouve qu'il y a des assos qui sont en train de mobiliser des espaces et des finances aussi. Moi, je trouve que c'est rien que Mm. l'État Nadoula, tu vois, on n'est pas reconnu. Alors, moi, la formation que j'ai faite, ma certification, elle est canadienne, mais elle est reconnue par la Suisse. Mais là, Ok. tu te dis, attends, Canada, Suisse, la Suisse est à côté de la France ne reconnaît pas. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pareil, tu vois, c'est des accompagnements qui ont un coût, c'est un travail. Et bah pareil, tu vois, là, tu es en gros questionnement, tu te dis, bon, bah ok, enfin, comment font ces familles? Moi, j'ai pas envie de toucher qu'une forme de population non plus, tu vois, C'est ça. enfin, j'ai pas envie de ça. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, enfin, c'est... Et ça aussi, je trouve que c'est pas OK, quoi. Enfin, tu vois, comme tu l'as dit très bien, quand tu accouches, tu as le droit à la rééducation du périnée, même jusqu'aux 3 ans de ton enfant, quand même. Donc, Mm. c'est énorme, 3 ans. C'est ça. On peut dire sur un accompagnement du deuil, 3 ans, ça serait le minimum syndical. Enfin, tu vois, c'est C'est toujours ça. pareil. Mm. Enfin,
ouais, des soins, des massages, pouvoir avoir accès peut-être à un naturopathe ou tu vois, vraiment des choses concrètes de comment je régénère mon énergie. Est-ce que je peux aller en retraite aussi dans un endroit où je peux, où on prend soin de moi véritablement? Enfin, tu vois, et nous, professionnels, on est en train de se dire, on va créer des espaces pour ça, mais on n'a pas les moyens. Du coup, et en On même est temps, obligé de les faire payer. C'est ça qui est délirant, c'est qu'effectivement, on a plein de. Ben, on en a parlé. Le cercle, c'est un format. Il y a effectivement les retraites qui sont des espaces qui sont vraiment merveilleux, mais qui sont onéreux parce que justement, il y a un côté ben, c'est pas possible que ce soit accessible facilement parce que ça demande un coût, parce que ça demande une formation par la personne qui a envie de proposer cet espace-là. Ça a des coûts, des répercussions parce que ben il faut un local potentiellement, ou alors il faut ben, un compte Zoom là, ou parce qu'on peut le faire en visio, ça arrive aussi. Il y a tellement d'implications financières que c'est impossible enfin, c'est très difficile. Ou ouais. alors, ça veut dire qu'on ne se paye pas nous-mêmes pour pouvoir proposer des formats accessibles, quoi. Et ça, enfin, ouais, on tourne en rond, si tu veux, mais c'est tellement dommage et c'est tellement triste de ne pas pouvoir avoir ces accès-là, ne serait-ce qu'à un espace, en fait. Même le psy, je veux dire, juste le psy, depuis combien de temps on dit que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale et que ça ne l'est pas? Bon, Ouais, tous les psys n'ont pas accepté aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. c'est. Après, même, là, je discutais avec une maman qui est en deuil périnate et en fait, elle disait que la psychologue du service, elle est dans le service de maternité. En fait, Mm, elle m'a dit très rapidement, je n'ai plus pu accéder à ces séances de psy parce qu'en fait, il m'était impossible de remettre les pieds là où j'avais accouché de mon bébé mort, en fait. mm, Et basique, mais tu dis, bah ouais, en fait, le service de psy, il est à l'intérieur de la maternité. Quel sens il y a à ça en fait? Alors oui, endeuillé, c'est important de se confronter à la vie, oui, mais quand même, on peut peut-être faire en sorte que ce soit plus doux pour les familles. mm. Et tu vois, là, c'est pareil. Enfin, c'est beaucoup de questionnements. Même, tu vois, quand tu es pris en charge par la Ligue contre le cancer, tu as le Oui, droit à tant de séances chez la psy, etc. Mais tu vois, enfin, pour moi, ça serait un suivi beaucoup plus important dont les familles pourraient avoir besoin réellement. Et c'est ça. C'est ça, puis il y a une notion de, même quand là tu parles de la Ligue de l'enseignement, il y a même une notion de, c'est presque ça se mérite. Alors ça, moi, c'est encore une fois très lié à mon expérience parce que j'ai cherché, et avec ma sœur, ouais, on a passé des semaines et des semaines à harceler littéralement la Ligue de contre le cancer parce que notre maman n'allait pas bien du tout et que ben, nous, on n'en pouvait plus en fait. On savait juste tout simplement pas quoi faire pour soulager, pour aider, pour pouvoir nous vivre notre vie en fait tout simplement à côté et sans bah, culpabiliser du coup. ah oui. Voilà, la revoilà encore. Et en fait, on les a harcelés et au final, ils sont intervenus une fois qu'elle est décédée. Ils nous ont rappelé en disant bah, quand est-ce qu'on peut voir Madame Machin parce que du coup, on est prêt à la recevoir. Bah, en fait, c'est trop tard. Voilà. C'est trop tard. Ça fait 3 4 mois qu'on vous appelle quasiment tous les jours pour savoir quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider, en fait, tout simplement. Personne n'était disponible, personne ne pouvait nous répondre, personne. Enfin, et là, tu te dis, il y a quand même un truc qui va pas bien, quoi. Il y a même dans les assos. Alors, par contre, je veux bien entendre que les assos aient pas énormément de moyens, et même globalement, hein, on va pas se mentir, dans le système de santé, de toute façon générale, que ce soit physique ou psy ou les deux, on manque énormément de moyens, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de, ben, en fait, c'est ce qui devrait être accessible au plus grand nombre, ne l'est même pas forcément, même quand ça a été fait pour. Ouais. Et c'est terrible, c'est terrible. Il y a vraiment un manque à ce niveau-là Ah, mais qui est complètement. mental, quoi. Puis on n'en parle pas aussi. Enfin, moi, je sais que beaucoup de familles connaissent même pas ce qu'on fait. Ah bon, mais ça existe. Ah, mais si j'avais su. Voilà. Les hôpitaux aussi, hein, tu vois. Et pourtant, ils nous ferment la porte, hein. En Suisse, c'est quand même très différent. J'avais été à un congrès comme ça des soins palliatifs l'année dernière et il y a c'est un oncologue et un cardiologue de la France qui disaient, oh, mais c'est incroyable votre métier, etc. Et là, je disais, bah oui, mais parlons-en. Enfin, tu vois. Et à l'inverse, tu as d'autres services. Ici en Isère, je sais que par exemple, bah, le CHU de Grenoble, bon, ils nous laissent pas la porte grande ouverte, quoi. Enfin, si tu fais pas partie de l'association Jamval, machin, truc, enfin,
Et tu vois, c'est quand même, ils veulent ouvrir, mais en même temps pas trop, on sait pas trop pourquoi. Et donc et c'est aussi d'où l'importance d'être bien formé aussi. Moi, je sais que, je pense qu'il y a eu beaucoup de dérives aussi, malheureusement. Ouais, Et que, et qu'on aussi, peut-être qu'on se prend un peu des murs à cause de, peut-être des dérives qu'il y a eu euh, et des gens qui potentiellement se disaient formés qui ne l'étaient pas ou qui utilisaient des pratiques qui, bah voilà, ont pu faire du mal par moment. Et ça c'est aussi, ça. je crois que c'est important de parler parce que des fois, ça peut faire défaut à des métiers alors que bah, d'autres sont vraiment formés, qui ont vraiment investi beaucoup là-dedans. Mm. Et C'est ça. Alors, je sais plus du tout, ça m'y fait penser, mais je sais plus du tout qui disait ça, que une nouvelle idée euh, qui est vouée à fonctionner, au début, elle fait peur, elle n'est pas acceptée, on n'en veut pas. Et puis, il y a une phase où, bon, ben, ouais, il y a toujours une phase d'un peu entre deux avant qu'elle soit considérée comme indispensable. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans la phase encore de cette crainte, de cette peur, parce qu'effectivement, on a énormément de... On en a parlé d'ailleurs aussi dans d'autres podcasts, je pense notamment à celui avec Christophe Plateau, le médium, qui débunk un petit peu et qui dit, mais en fait, c'est pas du tout pertinent quand on est en deuil d'aller voir un médium, par exemple. Et qui parle effectivement de tous ces charlatans, de toutes les personnes qui font semblant, qui ont juste un côté un peu mentaliste et qui vont faire croire que, etc., etc. Bien sûr que chaque spiritualité est propre et on a la possibilité, l'espace, et on devrait tous l'avoir en tout cas, de la vivre telle qu'on en a besoin, telle qu'on en a envie. Mais quand il s'agit de santé mentale, on n'est plus sur de la spiritualité, on est vraiment sur un truc de, bah, enfin, je veux dire, t'as fait de la psy, d'accord, du psycho-émotionnel, t'as aussi ta vie spirituelle qui va évidemment impacter ta façon d'être, et parce que ça fait partie de ta personnalité, c'est normal, c'est logique, mais ça devrait pas bloquer autant, en fait. Et je peux comprendre qu'effectivement, les médecins actuels, ou même globalement, hein, même les personnes, hein, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'imaginent que Tanadoula, c'est quelque chose où on va faire des prières, on va faire des machins, etc. Non, non, pas du tout. clairement, Il une y a fois, on beaucoup m'a de dit, trucs. une fois, on m'a dit, ah, mais tu fais penser comme les bonnes sœurs. Ouais. Mais non. Alors oui, il y a de l'écoute. J'étais là, alors c'est un peu plus que ça. Et là, je me suis dit, bon, alors du coup, on est quand même très loin du sujet. Mais ouais, on me l'a dit une fois, ah, mais c'est comme moi, et les bonnes sœurs, ah, ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Donc, ouais, ouais, il y a du soin, il y a de l'écoute, il y a de la présence. Il peut y avoir de la spiritualité quand la personne, elle est ouverte, mais c'est encore plus que ça. Enfin, c'est un vrai métier, c'est une vraie formation. Tu vois, c'est plus de 1000 heures de formation. Enfin, c'est Mm. beaucoup. C'est Et ça. chemin sur soi, c'est aussi hyper important, quoi. D'avoir Mm. cheminé son propre deuil pour savoir où sont ses limites, jusqu'où je vais dans l'accompagnement, si c'est trop ou pas assez. Enfin, voilà, ouais, c'est un vrai métier. Voilà. C'est ça. Mais c'est exactement ça, et on l'oublie trop souvent. Enfin, on l'oublie. Comme on le connaît pas suffisamment, je pense que c'est aussi beaucoup ça. On a beaucoup de méconnaissances sur le sujet de la doula, de la tanadoula, et globalement de cet accompagnement de fin de vie. Mm. Voilà, comme on veut pas en parler, ben on s'y intéresse pas, donc c'est pas visible. Mais on est là, Cœur de Lumière est là, Mélanie est là, et vous pouvez d'ailleurs aller la retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux... Dis-nous, où est-ce qu'on te retrouve? Ouais. Alors du coup, oui, j'ai Instagram et Facebook. Il faut que je nourrisse davantage. Voilà. Et sinon, oui, j'ai un site internet. Et puis voilà, je fais des consultations à distance. J'ai même fait une fin de vie à distance, tu vois, donc tout est possible. Oh, Euh, voilà, en Belgique, en Bretagne, voilà, c'est possible. Après, je me déplace aussi pas mal. Et puis voilà, voilà, voilà. trop bien. Ben, je ne peux que vous recommander évidemment d'aller la rejoindre sur ses réseaux sociaux et sur son site internet pour découvrir un petit peu ce que Mélanie propose. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec toi, Mais Mélanie. moi aussi, Trop bien. moi aussi. Merci beaucoup. Est-ce que pour finir cet épisode, tu as un petit message, un petit mot de la fin que tu... Voilà, un petit... Ouais. Vas-y. La chose que je pourrais dire, c'est que si vous êtes sur un chemin d'endeuillé ou d'accompagnant, ou même malade, revenir au présent.
et qu'il y a de la lumière dans chaque respiration. Voilà, de pas oublier ça, c'est important. Ouais. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Merci à Merci. toi, Zoé. Très évidemment, donc tous les liens dans la description. On se retrouve dans 15 jours. Je regarde tout de suite mon planning pour savoir qui sera là dans 15 jours. Ah, alors dans 15 jours, on se retrouve pour un épisode assez particulier qui a été enregistré pendant le Festival des Sensibles, ou avec Nénès de Bec-Benzen, enfin sur le podcast. Vous saurez pourquoi en écoutant le podcast. On explore la peur de la mort. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on imagine, etc., etc. Et on l'a fait en live avec le public du Festival des Sensibles. Donc on a plein d'intervenants finalement. Donc ça a été très très chouette, un beau moment que du coup je vous partage dans 15 jours. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.